Salut tout le monde pour du jour numéro 31. Aujourd'hui, je veux parler de l'haltérophilie et du sprint. Donc, j'ai vu certaines fois l'argument que c'est important de travailler les mouvements d'haltérophilie, donc l'arraché et l'épaulé jeté, parce que dans ces mouvements-là, on atteint une triple extension qui est complète et donc ça va avoir un bon transfert sur le sprint, notamment sur l'accélération, vu que apparemment on a besoin de triple extension sur l'accélération. Pour moi, le problème avec cet argument, c'est que déjà de 1, si on regarde comment sont effectués les levées olympiques, on ne va pas tout le temps arriver sur une triple extension parfaite, du fait qu'on doit inverser le mouvement et se retrouver sous la barre à un moment donné. Et des fois, ce n'est pas toujours la meilleure solution d'être en extension absolument complète avec le bas du corps. Donc on parle des hanches, des genoux et des chevilles, pour ensuite on va dire, se tirer sous la barre. Et donc déjà, là, on n'atteint pas nécessairement toujours une triple extension. Donc déjà, sur ce côté-là, l'argument ne tient pas. Ensuite, si on regarde le sprint, véritablement, il n'y a pas de triple extension dans un sprint. Même sur la phase d'accélération, si on regarde la cheville, en général, elle n'est pas complètement poussée à fond. Et vous le verrez sur les départs en bloc, vous le verrez sur les départs arrêtés au sol. Et pareil au niveau du genou, il y a très rarement une extension complète au niveau du genou, simplement parce qu'il faut repositionner les membres inférieurs dans l'espace pour pouvoir attaquer le sol à nouveau et se projeter de manière horizontale vers l'avant. Et donc, de ce fait-là, on ne va jamais avoir une triple extension complète comme on aurait peut-être sur un saut simple où on n'a pas besoin de se replacer avec les pieds, avec les jambes pour ensuite réattaquer le sol. Donc déjà l'argument ne tient pas sur les deux plans, autant sur le plan de l'haltérophilie, autant sur le plan du sprint. Et donc à mon avis, ce n'est pas le bon argument pour essayer de justifier l'utilisation des mouvements d'haltérophilie pour le sprint, au bénéfice du sprint. Maintenant, l'autre question serait, est-ce qu'il y a un bénéfice au niveau des levées olympiques? Est-ce qu'il y a un transfert par rapport au sprint? Est-ce qu'en faisant des levées olympiques, on va développer notre capacité à exprimer notre puissance d'une manière qui va nous permettre d'accélérer, de faire un départ et de sprinter plus vite? À mon avis, oui. Après, c'est un oui, mais c'est un oui avec un ça dépend qui suit. C'est-à-dire que suivant le niveau qu'on a, tout va nous aider avec notre sprint. Okay, si on est très débutant en sprint, un squat va nous aider. Okay, un mouvement d'haltérophilie va nous aider aussi. Est-ce qu'il y a des sprinteurs de haut niveau qui utilisent les mouvements d'haltérophilie dans leurs entraînements? Absolument. Est-ce que c'est un facteur déterminant par rapport à leur capacité à sprinter? À mon avis, c'est complémentaire. Tout comme un squat lourd serait complémentaire en termes d'adaptation structurelle, de développement de force maximale et de tension musculaire et de rendu, on va dire presque au niveau du système nerveux également. Toutes ces choses-là vont être bénéfiques, mais de manière indirecte par rapport au sprint. Si on avait 10 unités de travail, on va dire, pour travailler notre sprint, c'est sûr et certain que 6 à 7 unités de ces 10 vont être du sprint ou alors des exercices de course qui vont avoir un transfert très certain ou très direct au niveau de la course, du sprint, de l'accélération, que ce soit des sprints résistés, que ce soit des lancers de balles en départ de sprint, si on veut essayer de travailler cette première projection par exemple. Tous ces exercices qui sont très proches du sprint, qui sont une variation de sprint en fait, vont avoir un transfert qui est très important, et donc il va falloir se focaliser sur ces mouvements-là. Donc si on prend disons 6 ou 7 unités sur 10 pour travailler le sprint en lui-même ou des exercices dérivés comme des gammes athlétiques ou d'autres mouvements accessoires comme j'ai mentionné précédemment, il nous reste plus que 3 unités pour faire le reste. Alors le reste, ça va être quoi? Ça va certainement être du travail de force, ça va certainement être du travail de puissance lestée, et après il nous reste encore une unité. Je vous laisse choisir ce qui peut rentrer là-dedans, que ce soit travail de mobilité, travail de positionnement. Je veux dire, il y a plein de solutions possibles à ce problème. Mais maintenant, est-ce que le travail d'haltérophilie est le meilleur mouvement pour développer de la puissance pour des gens qui ne sont pas nécessairement spécialistes en haltérophilie et qui n'ont pas besoin de connaître les mouvements d'haltérophilie dans leur sport de compétition, c'est-à-dire par exemple le rugby, le foot, etc. À mon avis, c'est difficile à justifier. Si l'athlète n'a pas les compétences techniques préalables pour exécuter ses levées correctement, de manière sûre déjà et efficace, ça va être très difficile de justifier leur utilisation. Et il y a plein d'exercices qu'on peut faire qui sont des exercices entre guillemets de force balistique. Donc par exemple des squats sautés avec une barre ou avec même une haltère, un bench throw pour le haut du corps si on parle de puissance au niveau du haut du corps, un trap bar jump. Je veux dire, tous ces exercices-là sont extrêmement faciles à exécuter
infiniment plus simples à exécuter que les mouvements d'haltérophilie et vont nous donner des résultats très similaires en termes de développement de puissance et de rendu en termes de vitesse avec la charge. Et donc à mon avis, ça devient très difficile de justifier l'utilisation de mouvements d'haltérophilie juste pour s'améliorer en sprint, parce que justement beaucoup d'athlètes ne vont pas avoir cette capacité technique à exécuter ces levées de manière juste, et ce qui fait que le coût en termes de temps que ça va prendre pour apprendre ces mouvements correctement au niveau technique va être énorme, et on ne peut pas vraiment le justifier par rapport à des moyens d'entraînement qui vont être beaucoup plus simples et qui peuvent être appris littéralement en 5 minutes, comme un trap bar jump par exemple. Donc à mon avis c'est difficile voilà, la conclusion ça va être que c'est très difficile de justifier les mouvements d'haltérophilie pour le sprint en lui-même, à moins que l'athlète ait déjà un très bon niveau au niveau haltérophilie, et encore une fois qu'il n'y ait pas d'autres possibilités pour travailler le développement de puissance, parce que Dieu sait qu'il y en a d'autres. Et donc à mon avis il faut toujours aller, pas toujours, mais il faut essayer de tendre vers les exercices les plus simples, qui demandent le moins de temps d'apprentissage et le moins de coûts en termes d'exécution et de potentiel de blessure, pour maximiser les retours sur l'entraînement sans essayer de crever l'athlète juste pour crever l'athlète ou le joueur ou le client. Donc voilà, c'était ma pensée sur l'haltérophilie et le sprint. Posez vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Merci d'avoir regardé. À demain pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.